Salut à tous, donc aujourd'hui nous allons parler d'architecture sécurisée pour votre NAS. Donc dans ce cas-là, vous avez acheté votre NAS et celui-ci est connecté sur votre réseau à la maison ou dans votre petite entreprise. Donc excusez par avance mes superbes dessins. Donc on a le NAS qui est à la maison, vous avez également vos équipements, voilà, vos personnels, le PC, etc. Les smartphones, tout ceci est connecté sur votre LAN. Et vous avez bien évidemment votre routeur à la maison. Voilà, qui se trouve ici, qui fait donc la frontière entre Internet et le réseau interne. Et on a bien évidemment, par ici, nous avons le web. Donc tous les équipements extérieurs qui vont communiquer avec potentiellement avec votre NAS, avec votre routeur. Ici, dans le cadre de ce scénario qui est très classique, en général, ce qu'on a besoin de faire, c'est du NAT pour autoriser les connexions depuis l'extérieur vers votre NAS, ou également ce qu'on appelle du port forwarding. Et vous avez aussi une dernière notion qui est à proscrire, qui est la DMZ. Donc en général, lorsqu'on a des routeurs pour la maison, cela vient souvent avec une fonctionnalité qu'on appelle DMZ, donc la zone démilitarisée, qui fait que n'importe quel type de trafic qui provient du web, qui est à destination de votre routeur, sera redirigé vers votre NAS. Donc ça veut dire des services, par exemple, que vous ne voulez pas exposer à l'extérieur. S'ils sont utilisés à l'intérieur sur votre NAS, ils seront donc accessibles. Cette notion de DMZ est à proscrire totalement pour des raisons de sécurité. Alors, tout d'abord, ici, on va parler de connexion directe, au final. C'est une connexion directe. D'accord? C'est très facile à mettre en place, cette architecture, c'est très facile, ça demande simplement quelques modifications au niveau du routeur. C'est connexion directe, facile à mettre en place, facile à configurer, etc. Mais en termes de sécurité, c'est très mauvais. Il faut savoir que donc le NAS expose différents types de services. On a l'HTTP, et bien sûr S, on a du WebDAV. Bien sûr, tout ça, ça dépend de votre configuration, mais en général, on a l'HTTPS au minimum. On a le service cloud, que je vais appeler ça, qui part sur du 6690. On a par exemple potentiellement du SMB, de l'AFP, éventuellement du NFS, si je me souviens bien. Donc on a plein de ces services. Si c'est tous ces services, imaginons qu'ils sont utilisés en interne, il y a peut-être certains que vous ne voudriez pas qu'ils soient accessibles à l'extérieur. Je parle notamment du SMB, de l'AFP et du NFS. Non seulement ce sont des protocoles qui se comportent très mal sur Internet en termes de performance, en termes de sécurité, cela pose différents risques. Tout d'abord, si la SMB v3, on va prendre l'exemple du SMB, si le SMB v3 n'est pas utilisé mais du SMB v2, il n'y a pas de chiffrement. Donc cela veut dire que tout ce qui va transiter depuis Internet vers votre NAS sera donc visible par tout le monde qui a accès aux équipements sur le chemin, ou même si vous êtes sur un Wi-Fi public, n'importe qui peut donc intercepter vos données, votre nom d'utilisateur SMB, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être récupérées. Aussi, le service SMB est un service qui est quand même parfois vulnérable, même si on n'est pas forcément sur de Windows. Le NAS, c'est pas du Windows, mais chaque protocole possède ses propres vulnérabilités. Donc vous ouvrirez votre surface d'attaque, votre surface d'exposition par rapport à Internet, si tous ces différents services sont accessibles depuis Internet, soit volontairement avec les règles de NAT qui y vont bien, ou involontairement parce qu'on a mis le côté, la configuration DMZ, et au final on expose tous nos services, même ceux qu'on ne veut pas, sans faire exprès, ou pour des raisons de facilité. Donc ceci est à proscrire. Ce genre de communication, ici, lorsque le web se communique avec notre NAS, avec les ports tels que HTTP, WebDAV, etc., il n'y a aucune mesure de sécurité qui est possible. Tout le monde se connecte en direct et votre seul élément de sécurité que vous avez, au final, c'est votre NAS. Et le NAS possède aussi ses vulnérabilités. Donc c'est une architecture que je ne conseillerais pas. Après, en un point de vue réseau, on peut aussi avoir, pour des facilités pour ceux qui n'ont pas du réseau, une adresse IP statique, donc tous ceux qui sont sur dynamique, ils peuvent utiliser les services de type DNS, DDNS par exemple, ou on peut aussi utiliser le service Quick Connect de Synology. Quick Connect, j'en parlerai une autre fois dans une autre vidéo.
Néanmoins, Quick Connect peut offrir un service un peu de DNS dans le cadre du fonctionnement le plus basique de Quick Connect, mais il y a d'autres fonctionnalités de Quick Connect et moi je ne recommanderais de ne pas utiliser le service Quick Connect. Il y a par contre un avantage à Quick Connect que je souhaite tout de même dire, c'est que l'utilisation de Quick Connect ne nécessite pas d'ouvrir des ports, donc ça n'a pas besoin de faire du NAT, du port forwarding ou de la DMZ. C'est un tunnel virtuel qui va être créé entre le NAS et le client à travers divers mécanismes. Mais en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, simplement, à part le fait que ça évite dans certains cas d'ouvrir un port sur notre pare-feu, je déconseillerais totalement cette solution. Ensuite, si on reprend donc toujours cette même architecture, on peut avoir également l'utilisation du VPN. D'accord? Donc avant, on a peut-être besoin dans l'architecture précédente, d'ouvrir différents ports pour différents services. Si nous installons donc le VPN au niveau du NAS, d'accord? Donc ça veut dire que les clients vont se connecter de cette manière ici. Voilà. Cela possède un avantage indéniable qui est simplement l'utilisation d'un service VPN qui est le seul qui sera exposé à l'extérieur, et à partir de là, on peut rebondir sur les différents autres services du NAS ou d'autres équipements dans le réseau, comme voilà, du SMB, de l'FP, du NFS, de l'HTTP, du WebDAV, etc. Et il y a une forme de contrôle d'accès avec le VPN également. Donc, on n'ouvre qu'un seul type de service, qui est un service VPN. Donc on n'est pas en train de crier aux gens, et oh, nous avons un NAS Synology parce que nous avons le port 5001 qui est ouvert, etc. S'il vous plaît, venez m'attaquer. Ici, ce sera simplement, et oh, j'ai un service VPN, et puis les gens vont essayer de se consacrer sur exploiter ce service VPN. Alors, ce type d'architecture a pour moi un gros désavantage, plutôt deux gros désavantages. Synology n'est pas une société de sécurité telle que Check Point ou Cisco. Bien évidemment, il y a de la sécurité, ils font de la sécurité, mais si jamais il y avait une faiblesse dans le service VPN, peut-être que la réactivité pour patcher ce service VPN ne serait pas aussi bonne qu'une entreprise purement de sécurité. Ceci est le premier défaut. Le deuxième défaut, c'est qu'un service VPN, comme n'importe quel autre type de service, possède des vulnérabilités et que pas tout le monde patch au même moment, pour d'autres raisons, pour diverses raisons. Et si jamais ce service était exploité et compromis, cela veut dire que votre attaquant a un accès déjà tout prêt sur votre NAS pour éventuellement accéder à vos données, changer des configurations, etc. Ou même d'ailleurs chiffrer votre NAS. Donc ce type de configuration est pour moi également à proscrire totalement. Il a une autre solution. Je vais effacer ces traits, voilà. Une autre solution serait de dire, bon, ok, je vais plutôt dire, vous savez quoi, je vais mettre le VPN sur mon routeur. Alors ici, ça c'est déjà quand même vachement mieux. Pourquoi? Parce que si un attaquant arrive à exploiter votre service VPN de votre routeur, au moins il n'aura pas une connexion directe sur les données de votre NAS. Éventuellement, il pourra naviguer sur votre réseau et ainsi peut-être voilà, avoir accès à la page web de votre NAS, par exemple, ou à une ligne de commande plutôt, du SSH, du Telnet, etc. Et à d'autres équipements de votre réseau, mais il n'aura pas accès direct à vos données et il devra encore aller plus loin dans l'exploitation pour essayer de retirer des informations de votre NAS ou le compromettre. Donc ça, c'est une solution un peu alternative qui est la moins mauvaise et qui n'est pas non plus très compliquée à mettre en place si votre routeur à la maison, tout simple, peut faire du VPN. Il y a quand même aussi une chose que j'aimerais mentionner par rapport à ce type d'architecture, avec ou sans VPN, c'est vraiment le côté ségrégation des équipements, séparation des équipements, et voilà. Donc vous avez votre LAN avec le NAS et votre PC dans le même réseau. Ici, ce genre de choses ne sont pas du tout conseillées. Pourquoi? Parce que si vous avez des invités à la maison, vous avez des collègues qui passent par là, ou bref, peu importe qui, ou même vous-même avec votre ordinateur, si vous vous faites infecter, ça lui permet d'avoir un accès, on va dire, direct sur votre NAS et les différents services qu'il expose. Donc pour moi, avoir tout ceci sur le même réseau, et peut-être même si c'est à la maison, bon, le risque est bien plus faible à la maison, c'est quelque chose que je ne conseillerais pas. Si jamais vous avez, imaginons, plein de services qui sont ouverts sur votre NAS,
allez, on va dire de l'AFP, alors qu'en fait vous n'utilisez pas de l'AFP parce que vous avez du Windows et vous utilisez du SMB, si vous arrivez à vous faire infecter votre ordinateur et que celui-ci tente d'exploiter le service AFP de votre NAS, dans ce cas-là, l'exploitation pourrait être possible, alors qu'en fait c'est un service dont vous n'avez même pas besoin. Donc ici c'est quelque chose, encore une fois, une architecture que je ne conseillerais pas. Pour comparer, voilà l'architecture qui pour moi est la meilleure et qui est tout à fait réalisable pour des gens de toute façon qui sont dans l'informatique. Hein. Ça peut nécessiter quand même, c'est sûr, des connaissances un peu plus grandes en termes de réseau et de sécurité. Donc vous avez ici, on va représenter ceci, hop, l'équipement de sécurité intermédiaire dont je vous parlais dans la première vidéo. Et nous avons donc ici, hop là, notre DMZ, cette fois-ci, avec notre NAS. Voilà. Et nous avons ici, hop là, notre réseau LAN avec notre PC, etc. Là, on est sur le LAN. Alors, je vais plutôt dire ici le LAN de ce côté. On va effacer donc ceci. Voilà. Puisque, en fait, on parle plutôt de ce côté-là, voilà, d'interface WAN. Voilà. Ici, ça ne change rien. Nous avons donc toujours notre web, etc. Nous avons toujours besoin d'avoir du NAT, du port forwarding. Et même d'ailleurs, on peut aussi avoir de la DMZ. Hein. Donc ce que je vous ai déconseillé de faire ici, c'est quelque chose que l'on peut toujours faire, vu qu'on peut dire que la DMZ, au final, elle est liée à l'UTM. Et ensuite, après ce niveau de l'UTM, que vous allez faire toute votre sécurité. Donc comme j'ai dit avant, la DMZ vous permet de dire que pour une adresse IP sur votre réseau interne, tout le trafic qui est à destination du routeur sera redirigé vers l'équipement en interne. Si c'est redirigé vers l'UTM, ce n'est pas très grave. Après ça, au pire, vous n'avez qu'à gérer la sécurité au sein de l'UTM même. Voilà. Et cet UTM, d'ailleurs, il peut également faire office de VPN pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Donc ici, nous avons absolument la Rolls-Royce qui n'est pas forcément, qui n'est pas cher du tout à mettre en place, où vous avez votre réseau LAN et votre NAS qui est totalement séparé, et vous allez gérer absolument toutes vos règles de sécurité au niveau de l'UTM. Et ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur qu'est-ce qui se passe et mettre des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que par exemple des blocages géographiques en fonction de depuis quel pays on se connecte, mettre en place un VPN, dire que par exemple si quelqu'un essaie de faire trop de connexions réseau chez nous, on le bloque, etc., etc. Plein de fonctions, je ne vais pas aller dans le détail ici. Donc ceci est l'architecture que je vous présente, c'est celle que j'utilise moi à la maison, et cela m'a permis d'arrêter beaucoup d'attaques, d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe, et aussi d'être alerté en fait au cas où, lorsque quelqu'un essaye d'exploiter ou tenter d'exploiter un de mes services. Donc vous allez avoir ici votre firewall, vous allez avoir votre IPS, etc., qui vont vous permettre de vous sécuriser et d'avoir une très grande visibilité. Voilà, donc ça c'est un peu l'architecture sécurisée que je vous recommande si vous pouvez. Pour ceux qui veulent faire peut-être une recherche sur qu'est-ce qu'il peut être utilisé pour l'UTM, qui signifie donc Unified Threat Management, vous avez donc deux grands fournisseurs gratuits. Vous avez pfSense et vous avez aussi Sophos. Voilà, Sophos. Home UTM, je crois, je sais pas, ça s'appelle Home, je me souviens plus. Home UTM, ou je crois aussi XG Firewall, qui est la version qui est un peu plus moderne, mais que je n'utilise pas moi parce que je crois qu'il y a des fonctions qui manquaient à l'époque lorsqu'ils l'ont sorti. Voilà. Donc voici ce que vous pouvez mettre en place. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas donc à me contacter. Et puis j'essaierai de vous répondre. Voilà. Au revoir.